Maman, vous n'êtes pas sur la liste. Mon fils m'a refusé l'entrée au mariage de ma petite fille devant 200 personnes. Je m'appelle Eliane Beaumont, j'ai 72 ans et je suis veuve. Mais ils ont oublié un petit détail, celle qui a payé toute la fête, c'était moi. J'avais passé la matinée entière à me préparer. Vous comprenez ce que je veux dire? Le mariage d'une petite fille, la première petite fille, c'est un événement qu'on attend toute sa vie. Ma Claire. Il me semblait que c'était hier que je changeais les couches de cette petite, que je lui apprenais à faire le riz au lait que mon défunt mari André aimait tant. Et maintenant, elle se mariait. Le cœur d'une grand-mère déborde de fierté dans ces moments-là. J'ai choisi ma plus belle robe, une rose en soie pure, que je gardais pour une occasion spéciale. J'ai mis le collier de perles qui appartenait à ma mère et j'ai vaporisé ce parfum Guerlain que je ne porte que pour les grandes occasions. Je me sentais belle, digne. Je voulais que Claire me regarde et voie une grand-mère heureuse, une matriarche. Je ne savais pas encore que le rôle que mon fils Richard m'avait réservé était celui d'une gêneuse. Durant les 6 derniers mois, ma vie avait tourné autour de ce mariage. Richard et ma belle-fille Sophie étaient revenus chez moi, ils se sont assis sur mon canapé en velours, ils ont bu mon café, et avec les yeux les plus doux du monde, ils m'ont expliqué leurs difficultés. « Maman, vous savez, les temps sont durs. » Richard a commencé. « Et on voudrait tellement offrir le mariage de ses rêves à Claire. » Moi, naïve que je suis, j'ai ouvert mon cœur et mon portefeuille. « Combien coûte le mariage de rêve de ma petite fille ?» Ils m'ont alors présenté des devis pour un domaine qui ressemblait à un château, un traiteur qui servait même du homard, et une robe qui coûtait le prix d'une petite voiture. Et j'ai payé. J'ai tout payé, chaque centime. Plus de 80 000 €. Tout transféré depuis mon compte, le compte qu'André m'avait laissé pour que je vive une vieillesse tranquille et pour aider ma famille. J'ai signé les contrats, j'ai négocié avec les prestataires. Mon nom figurait sur chaque morceau de cette fête. J'ai pris un taxi en chantonnant doucement. Le chauffeur, un jeune homme sympathique, m'a même complimenté. « Vous êtes très élégante, madame. Vous allez à une belle fête ?» J'ai souri et j'ai dit que j'allais au plus beau jour de la vie de ma petite fille. Quand je suis arrivée au domaine du Clos Doré, l'endroit était éblouissant. Des arches de fleurs blanches, des petites lumières suspendues dans les arbres, une douce musique classique. Les invités arrivaient, tous bien habillés, souriants. Ils étaient 200 personnes que je connaissais, des amis de la famille, des voisins, des parents éloignés. Tous me saluaient de loin en faisant signe de la main. « Bonsoir, Madame Beaumont. Quelle belle fête !» Je me suis dirigée fièrement vers l'entrée principale. Richard et Sophie étaient là pour accueillir les invités. Mon fils portait un costume qui semblait avoir été cousu sur lui. Ma belle-fille Sophie, avec une robe vert émeraude qui brillait plus qu'un sapin de Noël. « Richard, mon fils, quelle bénédiction !» ai-je dit en m'approchant pour lui faire la bise. Il n'a pas bougé. Richard m'a regardé, a regardé autour de lui et son visage s'est fermé. Il ne ressemblait plus au bébé que j'avais allaité. Il ressemblait à un étranger, à un banquier me refusant un prêt. Sophie, à côté de lui, a détourné le regard et a fait semblant d'arranger une fleur dans la composition florale sur la table. « Maman !» a-t-il dit d'une voix froide comme la glace. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» J'ai ri, pensant que c'était une plaisanterie. « Comment ça? Qu'est-ce que je fais? Je suis venu voir ma petite fille se marier. » C'est alors qu'il a pris la tablette que tenait l'hôtesse d'accueil. Il a passé son doigt sur la liste 1 fois, 2 fois, avec un sérieux qui m'a noué l'estomac. La musique semblait avoir baissé. Les 200 personnes derrière moi se sont tues. J'ai senti tous les regards sur moi. « Maman, vous n'êtes pas sur la liste », a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende. Mon sourire s'est figé. « Comment ça, je ne suis pas sur la liste, Richard? C'est quoi cette plaisanterie ?»« Ce n'est pas une plaisanterie », a-t-il dit avec impatience. « Votre nom n'est pas là. C'était sûrement une erreur sur le carton d'invitation. » J'ai regardé Sophie, qui me fixait maintenant avec un petit sourire victorieux, presque imperceptible. L'humiliation m'est montée au visage comme une fièvre. J'ai senti mes joues brûler. J'ai vu Madame Martine, ma voisine depuis 30 ans, la main sur la bouche, choquée. Personne n'a rien dit, personne ne m'a défendu. J'ai respiré profondément. Une vie entière de dignité n'allait pas être détruite par un fils ingrat. «
Très bien, mon fils, ai-je dit d'une voix ferme. Si c'était une erreur, je m'excuse de vous déranger. Je me suis retournée et j'ai fait la marche la plus longue de ma vie. Le chauffeur de taxi était encore là. Il m'a demandé si j'avais oublié quelque chose. Oui, ai-je répondu en montant dans la voiture. J'ai oublié qui était vraiment mon fils. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le trajet de retour à la maison s'est fait en silence. La colère face à ce manque de respect public était telle que je ne pouvais même pas pleurer. L'indignation morale m'étouffait. Ils m'avaient utilisé. Ils avaient pris mon argent, ils avaient aspiré ma bonne volonté. Et quand le moment de célébrer est arrivé, ils m'avaient jeté comme un marc de café. Ils voulaient mon argent, mais ils ne voulaient pas de moi. Ils avaient honte de la vieille. Je suis arrivé chez moi, et le silence de mon appartement était assourdissant. La robe rose ressemblait à un déguisement ridicule. Je l'ai enlevée et je l'ai jetée par terre. Je suis resté là, debout dans mon salon, regardant le portrait de mon défunt André sur le mur. André n'aurait jamais permis cela. André aurait regardé Richard et lui aurait dit qu'il n'était plus son fils. Mais André n'était plus là. Il n'y avait que moi. J'aurais pu m'asseoir et pleurer. J'aurais pu appeler mes sœurs et me lamenter. J'aurais pu prendre un somnifère et faire comme si cette nuit n'avait jamais existé. Mais l'Éliane qui est revenue de cette fête n'était plus la même que celle qui y était allée. L'humiliation avait brûlé la gentille mamie naïve et avait réveillé Éliane Beaumont, la femme qui avait géré les affaires de son mari pendant 10 ans après qu'il soit tombé malade. La femme qui avait tenu les comptes, qui avait négocié avec les fournisseurs et qui connaissait la valeur de chaque centime. Je n'ai pas pleuré. Je suis allé dans mon bureau, j'ai ouvert le tiroir des archives et j'ai sorti le dossier épais de couleur crème. Dessus était écrit « Mariage clair ». À l'intérieur, il y avait tout. Le contrat signé avec le domaine du Clos Doré à mon nom. Les reçus du traiteur à mon nom. Les factures de la décoration à mon nom. Les preuves de virements bancaires sortant de mon compte vers le compte de chacun de ses prestataires. J'ai pris le téléphone. Il était presque 20 heures, mais je savais qu'il répondrait. Maître Delcourt, bonsoir. C'est Éliane Beaumont. Il y a eu une pause de l'autre côté. Madame Beaumont, quelle surprise. Toutes mes félicitations. Ce n'est pas aujourd'hui le grand jour de votre petite fille. Mes lèvres se sont courbées en un sourire qui n'avait rien de joyeux. C'était un sourire de fer. Maître Delcourt, vous avez été mon avocat pendant 30 ans parce que vous êtes le meilleur, et j'ai besoin que vous soyez le meilleur demain matin. Vous avez 5 minutes? Pour vous, Madame Beaumont, j'ai toute la nuit. Que s'est-il passé? Il s'est passé que j'ai été invitée à me retirer de la fête que j'ai payée. Il s'est passé que mon fils et ma belle-fille ont commis une petite erreur de calcul. Ils ont pensé qu'ils pouvaient garder mon argent et me traiter comme une ordure. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à corriger cette erreur. Je me suis assise dans mon fauteuil en cuir, le dossier de documents ouvert devant moi. La douleur dans ma poitrine était toujours là. La honte brûlait encore. Mais maintenant, il y avait autre chose. Il y avait un plan. Richard a cru qu'il m'avait fermé la porte de la fête. Il ne savait pas que je venais de lui fermer la porte de sa vie dorée. Le lendemain, il n'allait pas recevoir une lettre d'excuse. Il allait recevoir une mise en demeure. Maître Delcourt est venu le lendemain matin à 9 heures précises. Il a ouvert le dossier crème sur ma table et a commencé à lire. Puis il m'a regardé avec des yeux différents, des yeux de respect. « Madame Beaumont, a-t-il dit, je vois les contrats du traiteur, les reçus de la décoration, la location du domaine. Tout est à votre nom. J'ai tout payé, maître, même les dragées. Et les paiements, tous sont sortis de votre compte personnel. Des virements directs. Ils ne peuvent pas prétendre que c'était un cadeau au sens juridique. Vous étiez la contractante de tous les services. Techniquement, la fête était la vôtre. Vous étiez l'hôtesse. J'ai ri. Un son sec qui a éraflé ma gorge. L'hôtesse. Et on m'a refusé l'entrée. Quelle ironie! Que voulez-vous faire? M'a-t-il demandé. Nous pouvons poursuivre pour préjudice moral. L'humiliation publique avec 200 témoins. Maître, vous croyez que je veux quoi? Des excuses? Un chèque d'indemnisation qu'ils vont me payer avec mon propre argent?
Non. Ce que je veux, c'est récupérer ce qui m'appartient. L'appartement dans le Marais où ils vivent depuis 8 ans, sans payer un centime. La maison de Deauville où Sophie prend des photos pour son Instagram. La Mercedes que Richard utilise comme si c'était la sienne. Et les 15 000 € par mois que je leur verse. Tout cela s'arrête maintenant. Maître Delcourt m'a regardé longuement. Ils vont vous détester, Eliane. Ils me détestent déjà, maître. Ils faisaient juste semblant parce qu'ils avaient besoin de mon argent. La haine est déjà là. La seule chose qui va changer, c'est que maintenant, ils vont me détester de loin. Et pauvre, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment peut-on dormir après avoir été chassé de la fête de sa propre petite fille comme un chien galeux? Je suis restée assise dans le fauteuil du salon, la robe rose toujours jetée par terre, un monument à mon humiliation. À chaque heure, l'horloge comtoise qu'André m'avait offerte semblait me crier au visage. Erreur, erreur. Le soleil s'est levé, mais la maison est restée sombre pour moi. Je n'ai pas préparé de café. L'odeur du café filtre, qui avait toujours été mon réconfort, me semblait amère ce matin-là. La douleur dans ma poitrine n'était plus ce coup de poignard aigu de la veille. C'était une douleur sourde, lourde, la douleur du deuil. J'étais en deuil du fils que je croyais avoir. Maître Delcourt s'est mis au travail immédiatement. Le plan était en 4 étapes. Premièrement, une mise en demeure pour l'appartement du Marais. 6 mois pour quitter les lieux, comme l'exige la loi française pour un prêt à usage. Deuxièmement, changement des serrures de la maison de Deauville. Troisièmement, une lettre recommandée exigeant la restitution immédiate de la Mercedes. Quatrièmement, annulation du virement mensuel de 15 000 €. Richard, Sophie, Claire et son nouveau mari Mathieu étaient aux Maldives pour leur lune de miel. 3 semaines de bonheur sous les cocotiers, pendant que moi, je démontais la vie que j'avais construite pour eux. L'exécution fut silencieuse, exactement comme je l'avais prévu. La gentille mamie avait été remplacée par Eliane Beaumont, la stratège. Je ressemblais à un général de guerre, déplaçant mes pions sur un échiquier que moi seul pouvais voir. Le premier jour, maître Delcourt m'a appelé. « Madame Beaumont, le serrurier est à Deauville. Les serrures de la maison de plage seront changées avant midi. »« Parfait, » ai-je répondu. « Envoyez-moi le reçu et les nouvelles clés par coursier de confiance. » Pendant qu'il s'occupait de la Normandie, je me suis occupée de chez moi. J'ai finalement ramassé cette robe rose qui était toujours par terre dans ma chambre. Je ne l'ai pas lavée. Je l'ai déchirée. Déchirée de mes propres mains avec une rage froide que je ne me connaissais pas. Je l'ai coupée en morceaux et je l'ai jetée à la poubelle. Ensuite, j'ai fait du ménage. Je suis allée dans la chambre d'amis, celle qu'ils appelaient notre chambre quand ils dormaient ici. J'ai enlevé les draps coûteux que Sophie avait exigé que j'achète, les serviettes brodées. J'ai tout enlevé et tout mis dans des sacs poubelles. La chambre d'amis n'était plus que cela maintenant. Une simple chambre d'amis. Je suis passée devant le cadre photo principal dans le salon. C'était une photo du dernier Noël. Moi, Richard, Sophie et Claire, tous souriants. Le sourire de Sophie était le même que celui qu'elle m'avait adressé avant que Richard me barre l'entrée de la fête. J'ai pris le cadre, j'ai retiré la photo et je l'ai rangée dans un tiroir sombre. À la place, j'ai mis une photo de moi et André, le jour où nous avions ouvert l'entreprise de transport. Nous deux, jeunes, les mains sales de cambouis, mais avec le sourire de ceux qui avaient conquis le monde. « Voilà André », ai-je murmuré. « Maintenant la maison est en ordre. 1 semaine a passé. Le 1er du mois est arrivé. C'était le jour que j'attendais le plus. Le jour du virement de 15 000 €. Je me suis levée tôt, j'ai fait mon café, je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai regardé l'horloge. Je savais qu'aux Maldives, à cause du décalage horaire, il était déjà le milieu de l'après-midi. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé la scène. Sophie, avec ses sacs de boutique de luxe, entrant dans un autre magasin de sacs à main de marque. Elle tend sa carte bancaire. Le vendeur, avec son nez pincé, passe la carte 1 fois, 2 fois. « Désolée, madame, refusez. » J'ai imaginé Sophie devenir rouge. « Comment ça, refuser ? Réessayer. Mon mari est riche. » J'ai imaginé Richard au café du coin essayant de payer les croissants et sa carte refusée aussi. J'ai imaginé la panique silencieuse. La première fissure dans leur vie parfaite. Ils ne m'ont pas appelé ce jour-là. Mais à la fin de la journée, un message est arrivé sur mon vieux téléphone.
Maman, vous allez bien? L'argent n'est pas arrivé. Il s'est passé quelque chose? C'était Richard. Notez bien la préoccupation. Ce n'était pas maman. Comment vous sentez-vous après la fête? C'était l'argent n'est pas arrivé. J'ai regardé le message. Mes doigts me démangeaient de répondre, d'écrire tout ce qui était coincé dans ma gorge. Mais l'Éliane stratège savait que le silence à ce moment-là était plus puissant que n'importe quel mot. Le silence était mon arme. Ils étaient aux Maldives, sans l'argent supplémentaire, regardant leur relevé bancaire à zéro, sans rien comprendre. La confusion était la première étape de mon plan. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement effacé le message. Pendant ce temps, je me suis réinventé. J'ai pris des cours d'informatique. J'ai appris à faire des tableaux croisés dynamiques sur Excel. J'ai transféré 90% de mon patrimoine vers un fonds d'investissement sécurisé. J'étais blindé. Et eux, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. 3 semaines plus tard, Richard et Sophie sont rentrés des Maldives. Leur avion a atterri à Charles de Gaulle à 17 heures. J'ai calculé le temps. Immigration, récupération des bagages, le trafic parisien. Ils arriveraient à l'appartement du Marais vers 20 heures. Je me suis préparé. J'ai pris un bain de sel, j'ai mis mon pyjama en soie, j'ai préparé une tisane à la camomille, et je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui qui fait face au téléphone. Je n'étais pas nerveuse. J'étais en paix. À 20h15, le téléphone a sonné, le numéro de Richard. J'ai laissé sonner 3 fois, j'ai respiré profondément et j'ai décroché. « Allô ?» ai-je dit avec la voix la plus calme du monde. Ce qui est venu de l'autre côté n'était pas une voix. C'était un cri, un rugissement d'animal blessé. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes devenue folle? Vous nous expulsez ?» J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Je pouvais entendre Sophie hurler en arrière-plan. Elle a perdu la tête. Elle veut nous tuer de chagrin. Appelle la police, Richard. J'ai attendu que les cris diminuent. Richard, s'il te plaît, parle moins fort. Je ne suis pas sourde. De quoi tu parles? Ai-je demandé avec la plus grande innocence que j'ai pu feindre. De quoi je parle? A-t-il hurlé. Il y a un papier sur la porte de mon appartement, une mise en demeure. Huissier de justice, 6 mois pour quitter les lieux. C'est quoi cette plaisanterie, maman? Ah, ça, ai-je dit comme si je me souvenais d'un détail sans importance. Ce n'est pas une plaisanterie, mon fils. C'est une mise en demeure. C'est très sérieux. Sérieux? Vous me jetez à la rue? Votre fils. Votre unique fils. Je ne te jette pas à la rue, Richard. Je récupère mon appartement. Où je vais habiter ou ce que je vais faire avec, c'est mon problème. Où tu vas habiter maintenant, c'est le tien. Il y a eu un silence de l'autre côté. Un silence choqué. Il ne s'attendait pas à cette fermeté. Il s'attendait à ce que je pleure, que je m'excuse, que je dise que c'était une erreur de l'avocat. C'est à cause du mariage, n'est-ce pas? Sa voix a changé. Elle a perdu sa colère et a pris un ton de négociation. Le ton qu'il utilisait pour me demander de l'argent. Maman, pour l'amour du ciel, Sophie était nerveuse. Elle ne sait pas organiser les listes. C'était une erreur horrible. On voulait vous appeler des Maldives pour s'excuser, mais une erreur, l'ai-je coupé. L'erreur, Richard, c'était le carton d'invitation que j'ai reçu. Ou plutôt, c'était le carton d'invitation que j'ai payé et que vous avez utilisé pour m'humilier devant 200 personnes. Le lendemain, la deuxième conséquence concrète est arrivée. Richard, après une nuit blanche, a décidé qu'il allait montrer qui commandait. Il s'est levé, a mis son costume cher payé avec mon argent et est descendu au parking pour prendre la Mercedes, ma Mercedes, pour aller à son bureau, sa petite agence de communication qui payait à peine les factures. Il ne comptait pas sur Monsieur Georges, le gardien. « Bonjour, Monsieur Richard. Bonjour, Madame Sophie. Content que vous soyez rentré de voyage. » Monsieur Georges était poli comme toujours, mais il ne retirait pas sa main du portail électronique. « Bonjour, Georges. Ouvrez, je suis en retard. » a dit Richard en appuyant sur le bouton de la clé. La voiture a bipé, mais le portail ne s'est pas ouvert. Monsieur Georges est sorti de sa loge. Il avait l'air gêné. « Excusez-moi, Monsieur Richard, mais j'ai des ordres stricts de la propriétaire, Madame Éliane Beaumont. » Richard s'est figé. « Des ordres? Quels ordres? La voiture ?» a dit Monsieur Georges en montrant du doigt. « Cette voiture ne peut pas sortir du parking. Elle est sur la liste des biens à restituer. »
L'assurance a déjà été notifiée. Et si vous sortez avec, Madame Beaumont m'a dit d'appeler le 17 et de porter plainte pour vol. Désolé vraiment, monsieur, mais ce sont les règles. La propriétaire de la voiture, c'est elle. J'ai appris tout cela plus tard par Madame Martine, ma voisine de l'immeuble d'en face qui promenait son chien et qui a vu toute la scène. Elle m'a dit que Sophie s'était mise à hurler sur le gardien, le traitant de laquais et de valet de vieille. Richard, rouge comme une tomate, a dû sortir de sa propre voiture et partir à pied en soufflant pour chercher un taxi. C'était la première conséquence concrète. L'humiliation publique, exactement comme la mienne. Sauf que la sienne, au lieu de 200 personnes dans une salle de fête, c'était devant les gardiens et les voisins curieux. Le grand homme d'affaires empêché de prendre sa propre voiture. 2 jours plus tard, ils sont venus chez moi. Les deux ressemblaient à des naufragés. Sophie avec les cheveux en bataille, le maquillage de la veille barbouillé. Richard avec son costume froissé et un regard de haine que je n'avais jamais vu. J'ai regardé mon fils bien dans les yeux et j'ai dit ce qu'il fallait dire. Vous pensiez que j'étais quoi? Un robinet que vous ouvriez, dont vous preniez l'eau et que vous fermiez ensuite? Vous avez oublié qui a construit le château d'eau. Je suis entré dans l'immeuble. Baptiste a fermé la porte vitrée au nez de Richard et Sophie. Je ne me suis pas retourné. J'étais en train de monter dans l'ascenseur quand mon téléphone a sonné. Le nouveau téléphone, celui que Richard ne connaissait même pas. C'était un numéro que je ne connaissais pas, mais j'ai décroché. « Allô, mamie ?» Mamie, c'est Claire. Sa voix était étranglée, larmoyante. Mon cœur, ce cœur de grand-mère que je croyais avoir endurci, a vacillé un instant. Claire, ma petite fille, celle à qui j'avais appris à faire du vélo, celle que j'avais gardée des centaines de nuits pour que ses parents puissent sortir. Claire, ma chérie, quelle surprise. Comment s'est passée la lune de miel aux Maldives? La fête que mamie a payée était bien? Elle a sangloté. Mamie, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Papa et Sophie m'ont appelé. Ils sont hystériques. Ils disent que vous êtes devenue folle, que vous les expulsez de chez eux. J'ai respiré profondément. C'était la dernière bataille, la plus dure. Claire, je ne suis pas devenue folle. Au contraire, je n'ai jamais été aussi saine d'esprit. Je récupère simplement ce qui m'appartient. L'appartement est à moi, la voiture est à moi, l'argent est à moi. Mais mamie, pourquoi? C'est à cause de la fête? Je vous jure, je n'ai rien vu. Tout allait si vite. J'étais tellement nerveuse. Et voilà. C'était le couteau final. La lame qui tournait dans la plaie. « Tu n'as rien vu, Claire ?» ai-je dit, et ma voix était un fil de glace. « Tu n'as pas vu que ta grand-mère, la seule grand-mère que tu as, la femme qui t'a élevée pendant que ta mère se faisait faire les ongles, la femme qui a payé ta robe de mariée, n'était pas là? Tu n'as pas regardé vers le premier rang où j'aurais dû être assise et tu ne m'as pas vue? Tu n'as pas trouvé ça bizarre? Mamie, j'étais à l'hôtel, je ne pouvais pas... » Non, Claire, j'étais devant l'entrée. Ton père m'a chassée comme un chien devant 200 invités. Et toi, ma petite fille, tu t'es mariée. Tu es partie aux Maldives. Et pendant 3 semaines, tu ne m'as pas appelée une seule fois pour me demander si j'étais vivante. Tu m'appelles maintenant uniquement parce que l'argent de tes parents est coupé. Le silence de l'autre côté était total. Je n'entendais que ces sanglots qu'elle essayait d'étouffer. Tes parents ont fait leur choix, Claire. Et toi, avec ton silence, tu as fait le tien. Tu as choisi la fête. Tu as choisi le luxe. Tu as choisi leur camp. Maintenant, vis avec les choix que tu as faits, sans les avantages de mamie. Mamie, je vous aime, je vous en supplie. Pardonnez-nous. Je t'aime aussi, ma petite fille. Mais la mamie qui payait tout et qui acceptait tout, elle est morte. Elle est morte à la porte de ta fête. J'ai raccroché le téléphone. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes à mon étage. Je suis entrée dans mon appartement. Je ne pleurais pas. Mes larmes s'étaient taries quelque part entre l'humiliation et la colère. Il ne restait plus que la détermination. Les mois qui ont suivi ont été longs pour eux et libérateurs pour moi. J'ai appris par Madame Martine, qui était plus efficace qu'une agence de presse, que la vie de Richard et Sophie se dégradait progressivement. Le premier mois, ils ont essayé de maintenir les apparences. Sophie continuait à poster des photos sur Instagram comme si de rien n'était. Richard allait au bureau en taxi, ce qui coûtait une fortune.
Mais sans mes 15 000 € mensuels, les façades ont commencé à s'effriter. Le deuxième mois, Sophie a dû vendre ses premières affaires. Un sac à main de marque par-ci, une paire de chaussures de créateur par-là. Les amis qui l'admiraient tant ont commencé à murmurer dans son dos. Le troisième mois, la petite agence de communication de Richard a eu des problèmes. Sans la Mercedes pour impressionner les clients, sans l'argent pour les déjeuners d'affaires dans les restaurants chics, les contrats ont commencé à s'évaporer. Le quatrième mois, ils ont commencé à chercher un appartement. Pas dans le Marais, pas dans le 16e. Ils cherchèrent dans la banlieue, à Gennevilliers, à Bobigny, des endroits dont Sophie ne connaissait même pas l'existence avant. Le cinquième mois, j'ai reçu un appel de Maître Delcourt. Ils avaient engagé un avocat pour négocier. J'ai refusé toute négociation. La loi était claire. 6 mois pour partir. Le 6e mois est arrivé. Un coursier a livré une enveloppe marron à ma porte. À l'intérieur, les clés de l'appartement du Marais et les clés de la maison de Deauville. Pas de mots, pas de demande de pardon, juste la capitulation. J'ai pris ces clés dans ma main. Elles semblaient lourdes. Pas du poids du métal, mais du poids de la leçon qu'elles avaient coûté. La leçon qu'ils avaient apprise n'était pas celle de l'amour ou du repentir. C'était la leçon du pouvoir. Ils avaient appris de la manière la plus dure que l'argent qu'ils aimaient tant ne venait pas d'eux. Il venait de moi. Ma nouvelle vie a commencé avec le silence. Mais ce n'était pas le silence d'une maison vide. C'était le silence d'une maison en paix. Dans les jours qui ont suivi la remise des clés, je me suis senti comme quelqu'un qui se réveille d'une longue fièvre. Le monde semblait plus clair, les couleurs plus vives, et j'étais aux commandes. J'ai vendu l'appartement du Marais, vendu en 1 semaine pour un excellent prix. L'argent n'est pas resté dormir sur le compte. J'ai pris mes nouvelles connaissances en informatique et j'ai commencé à investir. Pas seulement en actions Total Energy et LVMH. J'ai décidé d'investir en moi. Je me suis inscrite au cours d'italien que j'avais toujours voulu. Buongiorno, come sta? J'ai découvert que j'avais un talent pour les langues. Et j'ai découvert que le professeur, un charmant monsieur italien nommé Lorenzo, adorait mon riz au lait. Chaque semaine, je lui en apportais un pot et ses yeux brillaient comme ceux d'un enfant. J'ai sorti du tiroir un vieux projet, celui d'André et moi. Un petit refuge pour les chiens errants. Avec l'argent de la vente de l'appartement, j'ai acheté un terrain à Fontainebleau et j'ai commencé la construction. Maître Delcourt s'est proposé pour s'occuper de toute la paperasse gratuitement. Il m'a dit que c'était la chose la plus honorable qu'il faisait depuis des années. Ma maison, autrefois le théâtre de ma solitude, est devenue un centre d'activité. Mes amis du voisinage, qui avant ne me voyaient que comme la pauvre veuve, me regardèrent maintenant différemment. Madame Martine m'a arrêtée dans l'ascenseur un jour. « Eliane !» a-t-elle dit en me tenant la main. « Je dois vous le dire. Ce que vous avez fait, c'était pour nous toutes, pour toutes les couleuvres qu'on avale en silence toute notre vie. Vous avez crié pour nous toutes. Je n'avais pas réalisé cela. Je ne l'avais pas fait pour nous toutes. Je l'avais fait pour moi. Mais en le faisant pour moi, j'en avais inspiré d'autres. L'impact positif n'était pas seulement sur mon compte en banque. Il était sur mon âme, et sur l'âme de celles qui étaient près de moi. J'ai appris par Madame Martine que Richard et Sophie avaient finalement trouvé un appartement. Un petit 2 pièces à Gennevilliers. Sophie, l'influenceuse digitale, avait dû vendre toutes ses affaires de marque pour payer la caution. Richard prenait maintenant le RER pour aller au travail. Le grand homme d'affaires dans les transports en commun. Quelle ironie! Environ 2 mois après leur déménagement, la sonnette de chez moi a retenti. J'ai regardé par le Judas et mon cœur s'est arrêté. C'était clair. Seule. Elle était maigre. Elle ne portait pas de sac de marque. Elle avait un jean simple et un t-shirt. Elle ne ressemblait plus à la mariée éblouissante qui était partie aux Maldives. Elle ressemblait à une petite fille effrayée. J'ai ouvert la porte. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. Elle n'arrivait pas à parler. Elle ne faisait que pleurer. « Mamie », a-t-elle finalement réussi à dire. « Entre, Claire. » Elle est entrée et s'est assise sur le canapé. Le même canapé où ses parents s'étaient assis pour me demander l'argent de la fête. « Mamie, je me suis séparée de Mathieu. Je me suis assise dans le fauteuil. Je n'étais pas surprise. Que s'est-il passé, ma fille? L'argent, mamie.
L'argent s'est tari. Mathieu, il ne m'a pas épousé moi. Il a épousé la petite fille de Madame Beaumont. Quand il a découvert que mes parents avaient tout perdu, que vous aviez coupé les vivres, il a changé. Il est devenu dur. Il a dit que je l'avais trompé, qu'il n'allait pas entretenir une famille de pauvres. Elle m'a regardé, les yeux pleins d'une honte que je connaissais bien. J'ai découvert, mamie, que l'amour qu'il disait avoir pour moi était comme l'amour que mes parents disaient avoir pour vous. C'était un amour qui dépendait de votre relevé bancaire. Je me suis levée et je suis allée à la cuisine. J'ai préparé une tisane à la camomille avec du miel, comme je le faisais quand elle était petite et qu'elle avait des cauchemars. Je suis revenue et je lui ai tendu la tasse. Ses mains tremblaient. « Je n'ai nulle part où aller, mamie », a-t-elle murmuré. « Mathieu m'a mise dehors. Je ne veux pas retourner chez mes parents. » Je l'ai regardée. La petite fille à qui j'avais appris à faire du vélo. « Il y a une chambre d'amis au fond, » ai-je dit. « Elle a toujours été à toi. » Claire n'est pas devenue une princesse. Elle a commencé à travailler. Je ne lui ai pas donné d'argent. Je lui ai donné un vieil ordinateur et une connexion Internet. Elle, qui était douée en dessin, a commencé à faire des travaux comme graphiste freelance. Elle a commencé à payer ses propres factures. Elle a commencé à contribuer à l'électricité et au gaz. Ma transformation était complète, non pas parce que j'avais vaincu mon fils, mais parce que je m'étais retrouvée. J'avais redécouvert Eliane, la femme forte, lucide, capable de gérer des entrepôts logistiques et un refuge pour chiens en même temps. La femme qui parlait maintenant italien et qui s'y connaissait en action à la bourse. Aujourd'hui, je regarde en arrière, vers cette nuit à la porte du domaine, avec ma robe rose, et je ne ressens plus l'humiliation. Je ressens de la gratitude. Il a fallu qu'on me ferme la porte de la fête que j'avais payée pour que je sois enfin invitée à entrer dans ma propre vie. Et cette fête-là, personne ne m'en chassera jamais plus. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.